En plein cœur de la Bretagne, une maison de maître en chantier depuis 2 ans. À l'intérieur, pas moins de 1200 mètres carrés habitables. Bénédicte et Bernard, les propriétaires, ont beaucoup investi dans les travaux de leur future maison, celle dans laquelle ils prendront leur retraite. Et au départ, pour leur décoration, ils avaient des idées très arrêtées, jusqu'à ce qu'ils croisent Frédéric Jouan, leur architecte d'intérieur. Nous sommes plutôt habitués à vivre dans un univers blanc. On voulait de la couleur pour nous c'était de la peinture. Monsieur Jouan nous a dit, vous imaginez pas tout ce qu'il peut y avoir comme diversité de papier, et puis voilà. Et puis voilà. C'est ainsi qu'ils se retrouvent avec du papier peint sur tous les murs de la maison. Il y en a pour tous les goûts, avec des fleurs, des rayures, des motifs divers et variés, dans les tons pastels ou des couleurs plus tape à l'œil. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Les ouvriers de Bénédicte et Bernard vont poser la touche finale sur les murs du salon. Un papier peint de grand luxe, le plus cher de toute la maison. Ce sont des feuilles de cuivre, de laiton et d'or qui sont appliquées aussi manuellement. Donc qui sont oxydées et qui sont appliquées manuellement sur l'ensemble des revêtements. Du papier peint à la feuille d'or. Une petite fortune sur les murs du salon de Bénédicte et Bernard. Chaque rouleau coûte 1500 € pièce. Alors, les ouvriers les manipulent avec des précautions d'orfèvre. Pour habiller le mur principal de leur salon, le couple a dû débourser 9000 €. Mais Bernard ne regrette pas son choix. Très beau. Parce qu'ici, il est chez nous. Il est à côté des papiers qu'on a choisis. Il est dans notre pièce. Il vit. Oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, le papier peint se lâche. Nice and easy. Parfois, il ressemble même à une œuvre d'art ou à un dessin animé. Les yeux de ces petits chats, par exemple, continueront de vous regarder fixement, même la lumière éteinte. Quant à ces cow-boys, ils n'hésiteront pas à vous faire un striptease si vous augmentez la température. Give it to me one more time. Le papier peint est bien loin de la vieille image ringarde qu'on a de lui, celle dont se moque cette publicité de la fin des années 80. Oui, alors tu vois, mon décor est une véritable relecture des couleurs. J'ai revisité le style, j'ai déstructuré Molière, j'ai tiré un trait sur la décoration classique. Comment dirais-je J'ai tourné une page. En tout cas, t'as pas lu Vénilia. Avec 52 millions de rouleaux achetés l'an dernier, les Français sont parmi les plus gros consommateurs au monde. Et les ventes ne cessent d'augmenter depuis 2006. Dans les rayons, l'offre est de plus en plus large. On trouve même des papiers peints en trompe-l'œil pour tapisser les toilettes. Crazy. Bref, le papier peint est devenu branché. Les fabricants font même appel à des créateurs de mode, comme Jean-Charles de Castelbajac, pour dessiner des collections de tapisseries. Alors comment, en moins de 10 ans, le papier peint est-il devenu indispensable pour une déco tendance? Quels sont les secrets de fabrication de ces rouleaux psychédéliques? Si les ventes de papier peint sont reparties à la hausse, c'est grâce à une petite révolution technologique qui a changé la vie des amateurs de tapisserie. Metz, en Moselle. C'est ici que se trouve le siège du plus gros revendeur de papier peint en France, la chaîne de magasins 4 Murs. Un magasin qui ressemble à un supermarché de la décoration murale. On y vend de la peinture, mais surtout des centaines de références de papier peint. C'est ce qui procure 85% du chiffre d'affaires de cette enseigne. Très bien, mais écoutez, merci. Donc à bientôt. À bientôt, Cédric. Une affaire familiale dirigée depuis bientôt 10 ans par Cédric Drugman, 38 ans, le fils du fondateur. Aujourd'hui, les affaires vont bien, mais quand il est arrivé à la tête de l'entreprise, le papier peint se vendait de plus en plus mal. Moi, je suis arrivé un petit peu dans cette ambiance-là de déclin. Alors, il n'y avait rien de catastrophique, mais le marché perdait son petit % tous les ans. Ça allait pas très bien. Ça allait pas très bien. Et donc, c'est vrai que ça commençait à poser des problèmes, à la fois aux fabricants et aux distributeurs au début des années 2000. Donc, il s'agissait effectivement de le relancer. Et ce qui va relancer son business, c'est une innovation technologique. L'arrivée d'une nouvelle matière dans la fabrication des rouleaux. Cette petite pelote, c'est de la fibre polyester.
En général, on l'utilise pour faire des filtres à café ou des masques de médecins. Mais depuis bientôt 10 ans, elle permet de fabriquer une nouvelle sorte de papier peint beaucoup plus facile à poser. On appelle ça l'intissé. Jean est professeur de bricolage et d'après lui, cette invention a tout changé. Petite démonstration. Il commence par la pose d'un papier peint classique, un travail souvent très laborieux. Il faut d'abord mesurer et découper chaque bande de tapisserie à l'avance. Puis il encolle chaque bande et doit attendre quelques minutes que le papier s'imprègne de la colle. Attention de ne pas le déchirer. Mais la galère, c'est au moment de la pose. Le papier est humide et très difficile à manipuler. Et même quand on croit que c'est gagné, il ne donnera son dernier coup de cutter qu'au bout d'une demi-heure. Maintenant, on va faire la méthode qui est apparue depuis une dizaine d'années, l'intissé. Donc ça, j'en ai plus besoin. Pour poser du papier intissé, il suffit d'appliquer la colle directement sur le mur. Donc je pose mon rouleau en bas du mur. Pas besoin de prédécouper les bandes à l'avance. Et là, on remarque que le papier peint, il se colle pas, il pose pas de problème. Il se colle pas, il est pas souple, il s'en va pas. La mise en œuvre est toute simple. Hein. Grâce à cette méthode, la pose du papier peint devient un jeu d'enfant. Et voilà, nos 2 laits sont posés. Et vous avez mis combien de temps à... Eh bien, j'ai pas chronométré, mais j'ai l'impression que je suis dans les 10 minutes, là. Il faut 3 fois moins de temps pour la pose. Et lorsque l'on veut le retirer, plus besoin de raclette comme avant. Il suffit tout simplement de tirer sur un coin. C'est grâce à tous ces avantages que le papier intissé va booster les ventes et relancer les affaires de Cédric Drugman, le patron de 4 murs. L'ascension a été spectaculaire, c'est comme vous le dites, un papier qui n'existait pas effectivement en 2000. En 2001, devait déjà représenter pas loin de 10% de nos ventes. En 2002, peut-être 20%, et ça continue encore. Donc ça vous fera 50,50 € s'il vous plaît. Aujourd'hui, même s'il coûte 15% de plus, le papier intissé représente une vente sur 2 dans cette chaîne de magasins. Mais cette innovation technologique, cette enseigne n'est pas la seule à en profiter. Castorama, Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, eux aussi se sont jetés sur ce nouveau filon. Et ses concurrents sont loin d'être des amateurs. Alors, quelles sont les recettes de 4 murs pour se défendre sur le marché du papier peint ? Dans le premier magasin de la chaîne, à côté de Metz, le patron... Tu veux pas mettre le carton au fond, peut-être ? C'est Alfred Schweitzer. Il travaille pour l'enseigne depuis plus de 40 ans. Pour lutter contre la concurrence, ce distributeur a commencé par se positionner sur des prix bon marché. Alors il est en face, c'est sur le bord. Et ça se voit dès l'entrée du magasin. 3,75 €, 6,90 €. En moyenne, ici, le rouleau de papier est 15% moins cher qu'ailleurs. Mais ça ne suffit pas pour se démarquer de la concurrence. Alors, ils ont joué sur une idée toute simple, imaginée par Alfred Schweitzer. Gilles est où, s'il vous plaît ? Il est en cuisine. Mettre en scène chaque papier peint dans la pièce de la maison qui lui correspond. L'univers de la cuisine, par exemple, c'est ce stand où l'on trouve des papiers peints avec des dessins de tasses à café. Ouais, c'est pas terrible. Et il ne s'arrête pas là. Avec des petits accessoires, comme ce rideau, le vendeur essaye de créer une ambiance autour du papier peint. Ah, c'est mieux ça. C'est mieux. Ah ouais. C'est comme ça qu'il procède pour chaque pièce de la maison. La chambre de la fillette, façon conte de fées, celle de son frère dans un style super-héros, ou encore le salon plus cosy. L'objectif est de donner au client l'impression qu'il est chez lui. Quand les tapisseries sont bien mises en valeur, elles partent comme des petits pains. Et ça, Alfred Schweitzer le vérifie en temps réel sur l'ordinateur de la caisse. Ce logiciel enregistre les performances de chaque zone du magasin et alerte le directeur dès que les ventes baissent. Donc en fait, en rouge, il y a toutes les baisses. À chaque fois, les baisses, oui. Et comme ça vous attire l'œil et... Voilà, et moi je vais voir, on fait l'analyse avec la marchandiseuse, et puis on donne des ébauches de solutions aussi. Ce jour-là, Alfred a un problème dans la zone 15, celle du coin salon. Le nombre de ventes est passé de 47 à 40. Dans ces cas-là, le directeur réagit très vite. Il fait aussitôt réaménager une partie de la zone.
Elle détapisse, c'est un modèle qu'on n'a pas très bien vendu. Oui. Et on va en mettre un autre qu'on sait de bonne vente. Voici le nouveau modèle qu'ils vont mettre à la place. Avec ce genre d'astuce, il y a des travaux en permanence dans le magasin. Et les vendeuses doivent toutes être un peu bricoleuses. Des changements comme ça, vous en faites souvent? Tout le temps, tous les jours. Grâce à cette méthode, ils n'ont que très peu d'invendus. Et ils écoulent au moins 60 rouleaux de chaque modèle tous les mois. C'est le minimum à atteindre pour chaque référence. Dans ce magasin, il y a plus de 900 modèles de papier peint différents. Et tous les mois, une cinquantaine de nouveautés font leur apparition dans les rayons. Alors même si ce distributeur a des astuces pour écouler sa marchandise, tout l'enjeu pour lui est de savoir choisir les bons papiers peints, ceux qui vont plaire aux clients. Ça, c'est la lourde responsabilité qui repose sur les épaules de Catherine Bellière, la responsable des achats pour la marque. Pour savoir ce qui va marcher, elle s'est créée une drôle de tapisserie sur tout un mur, avec des coupures de presse, mais pas seulement. Ce sont nos panneaux de tendance. Donc ce sont des échantillons pris à la concurrence et des articles que j'ai découpés dans des magazines, des photos, pour nous donner des idées sur les modèles à développer dans les 3 prochains mois. Donc pour la rentrée, toutes les couleurs purple, violine, avec déjà quelques échantillons concurrence de modèles que je trouve intéressants. Les thèmes building aussi, ça on travaille dessus. Bref, Catherine Bellière doit avoir du flair pour anticiper les tendances qui vont marcher. Donc moi je montre les modèles plutôt par ici, donc les magasins mettez-vous plutôt de ce côté-là. Et pour ça, elle n'est pas toute seule. Elle demande l'avis des directeurs de magasins. Justement ça par exemple. Parfois, son flair lui permet de décrocher le jackpot, comme ce modèle auquel personne ne croyait. Là tout le monde est d'accord. Oui. Quand on l'a montré au mois de juillet 2007, tout le monde, oh tu crois, qu'est-ce que c'est Je l'ai commandé. Après, on a reçu ça au mois de mars, avril, ça a été un carton. Ça a été un modèle best-seller en 2007. Et c'est toujours. Encore, si tu veux, c'est trop. Ce modèle, ils l'ont vendu à 100 000 exemplaires en 2 ans, 4 fois plus qu'un modèle classique. Parmi les centaines de papiers peints qu'elle voit passer tous les mois, Catherine doit donc avoir l'œil pour dénicher la future pépite. Petit éléphant. Aujourd'hui, elle a convoqué les directeurs de magasins pour choisir les meilleurs modèles parmi 250 nouveautés. La Tour Eiffel. Cette série building pour adolescents, par exemple, en plein dans la tendance. On peut en faire un quand même, non? Oui, on doit. Pour celui-ci, il décide d'acheter le coloris noir et blanc. Mais pour celui-là, ce n'est pas gagné. Tout le monde semble pourtant d'accord sur le modèle avec les tags roses. Qu'est-ce que vous dites, le rose? Le rose. Oui. Tout le monde? Sauf le magasin de Chalon-sur-Saône. Je trouve trop sombre, en fait. Vous êtes sceptique sur... Oui, là, non, je ne crois pas à celui-là. Quand un seul directeur a un doute, Catherine ne sélectionne pas le modèle en question. Car à chaque commande d'un nouveau papier peint, c'est un risque financier de plusieurs milliers d'euros pour les magasins. Et ils ne veulent surtout pas qu'un modèle leur reste sur les bras. Quand on veut retapisser sa maison, on n'a que l'embarras du choix. Car il existe des milliers de styles de papier peint différents. Et pourtant, pour imaginer toutes ces créations et les produire au kilomètre, ils ne sont qu'une trentaine d'industriels à fournir toute l'Europe. Certains ont même bâti des empires grâce au papier peint. Pour trouver l'un des 2 plus gros fabricants au monde, nous voici en Allemagne, à 200 km de la frontière française, dans la petite ville de Bramsche. Au cœur d'un parc centenaire, ce manoir des années 1900 est la résidence secondaire de la famille Rasch. Une famille qui a fait fortune dans le papier peint. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est dirigée par Frédéric, 33 ans, et Dario, 41 ans. Ils sont cousins germains. Leur famille est dans le papier peint depuis 5 générations. Pour preuve, la maison est un véritable musée. Cette tapisserie sur les murs, par exemple, représente des scènes de vie en Amérique du Nord. Une pièce très rare. Il n'y en a que 3 au monde, dont une à la Maison-Blanche, à Washington. L'histoire de la famille Rasch et du papier peint commence en 1850. Ça, c'est le début de l'histoire papier peint de notre famille. Aujourd'hui, les Allemands sont les leaders mondiaux du papier peint.
Un savoir-faire qu'ils ont acquis au XVIe siècle, lorsque des milliers de protestants français, poussés par les persécutions religieuses, viennent se réfugier en Allemagne. Parmi eux, des graveurs et des imprimeurs qui vont importer leurs connaissances de l'autre côté du Rhin. Pour les deux cousins Rache, le papier peint est devenu comme une seconde religion. À la maison, on discute le papier peint. Avec mon père, je parle rarement d'autre chose que la société et le papier peint. C'est des voitures de temps en temps. Oui, aussi. Leur usine se trouve à quelques kilomètres de la maison. Des bâtiments impressionnants, à la hauteur des 165 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. À l'intérieur, la galerie de présentation de leur papier peint ressemble à une salle de musée. La maison Rache fait plutôt dans le haut de gamme, chic et design. Des papiers peints jusqu'à 10 fois plus chers que chez 4 Murs. Celui-ci, par exemple, vaut 50 € le rouleau, un modèle qui se vend très bien en Russie. Et si cela coûte aussi cher, c'est parce que fabriquer du papier peint n'est pas une petite affaire. Tout commence avec ces grosses bobines de papier qui pèsent 1 tonne pièce. On les place sur ces grosses imprimantes rotatives, des machines très sophistiquées qui font plus de 50 mètres de long et valent près de 6 millions d'euros. Ensuite, il faut imprimer le motif. Et pour cela, on a besoin de ces gros tubes. Vous voyez, c'est très léger. On appelle ça des cylindres encreurs. Et c'est là où l'encre passe. L'encre est injectée dans le tube et vient ensuite dessiner un motif. Mais pour imprimer un papier peint, il faut souvent plusieurs cylindres. Car chacun de ces tubes ne peut imprimer qu'un seul motif. Celui-ci, par exemple, ne dessine que la fleur. Les tiges et les feuilles ont été imprimées par d'autres. Le problème, c'est que chaque tube encreur peut coûter entre 600 et 2000 € pièce. Et plus un papier peint est compliqué, plus il faudra de cylindres. Pour ce modèle, par exemple, il en faut 7. Un dessin, c'est 5 à 8 cylindres. Alors c'est facilement 10 000 €, juste pour acheter l'outil de production. Voilà, pour les cylindres. Du coup, pour commencer à faire du bénéfice, Dario doit vendre au minimum 7000 rouleaux de chaque modèle. Pour ce papier, je suis relativement sûr que ça va bien se vendre presque partout. Pour arriver à écouler de telles quantités, il propose ses papiers peints dans un maximum de pays. Seulement voilà, les Français n'ont pas toujours les mêmes goûts que les Allemands ou les Russes. Alors Stéphane, le directeur export, a trouvé une astuce pour rentabiliser ses cylindres. Par exemple, ici, je peux vous donner un très bon exemple. Ce modèle, c'était un modèle fait pour l'Allemagne il y a 5 ans. Le styliste pour la France, M. Lebrun, il a fait ce coloris-là. Parce que ce coloris-là, il est très très bien adapté pour la France. Ce sont des couleurs à la mode, avec le fond écru. À gauche, le modèle allemand. À droite, le papier peint pour les Français. Plus clair, et avec des anneaux rouges et gris à la place des cercles marron et beige. Une petite différence qui n'a l'air de rien, mais qui permet de rentabiliser encore plus les cylindres de ce modèle. Le papier peint existait, les cylindres existaient, donc il n'y avait pas d'investissement, que des couleurs à faire. Changer les couleurs sans changer le motif comme ici, c'est ce qui leur permet d'écouler des milliers de rouleaux pour chaque modèle et donc de faire encore plus de bénéfices. C'est avec ce genre de petites astuces que la famille Rache demeure aujourd'hui le 2e fabricant mondial de papier peint. Bonjour mesdames. Maintenant je vais dire bonjour. Et avec leur bataillon de commerciaux dans une dizaine de pays, les deux cousins ne sont pas prêts de lâcher la place. Dans ce quartier paisible, il y a une maison qui possède une chose que les autres n'ont pas. C'est invisible depuis la rue. Pour la voir, il faut passer par derrière, suivre ce chemin caillouteux pour enfin la découvrir. Ce n'est pas ce jardin parfaitement entretenu, mais ce qu'il y a juste en face. Un vaisseau de verre et d'aluminium, une véranda.
Lorsqu'il a posé sa véranda il y a 4 ans, Monsieur Droguet a offert à sa maison une nouvelle jeunesse. Ça va? J'adore lui pivoter la barbiche. Oui, ça apporte bonheur. Tous les vendredis soirs, il invite ses copains. Vous avez vu le jardin qu'il a? Et ça, si on rentre pas derrière la maison, on ne voit rien. Des joyeux lurons, toujours très pressés de se retrouver dans ces 20 mètres carrés, faits de grandes baies vitrées, où la lumière arrive de partout, même du plafond. Pour éclairer un peu plus la cuisine. Un décor idéal pour jouer au tarot, au coucher du soleil, avec toute l'année le sentiment de vivre à l'air libre, au chaud, au milieu de la verdure. Madame Droguet adore. Voilà, comme on avance beaucoup dans le jardin, on a l'impression vraiment qu'on est dedans. Ce petit plaisir leur a tout de même coûté 30 000 €. Mais les drogués en sont tellement fous de leur véranda qu'ils viennent d'en construire une deuxième, sur le côté de la maison. Mais là, pas question pour Monsieur Droguet d'y inviter ses potes pour taper le carton. C'est la pièce très privée de Madame, réservée à son jacuzzi XXL. Là aussi, une grande pièce lumineuse. Et quand Madame prend son bain, elle a tout prévu pour empêcher les voisins de se rincer l'œil. Des stores vénitiens intégrés. Ce qui fait que, par exemple, quand on veut se baigner, on les ferme. Comme les drogués, les Français sont de plus en plus nombreux à s'offrir une véranda. En ces temps de crise, c'est même devenu la bonne idée pour agrandir sa maison sans trop se ruiner. En aluminium bicolore, style victorien, en gris plus discrète et contemporaine, ou en bois pour les écolos. La véranda, ce n'est plus une simple extension de la maison. Désormais, c'est une vraie pièce à vivre. On y boit l'apéro, hiver comme été. On peut y installer sa cuisine, son salon, son billard et même sa piscine. Des vérandas vendues en moyenne 25 000 €. Un marché qui attire de plus en plus de sociétés prêtes à tout pour vous amener plus de lumière chez vous. Alors combien faut-il débourser pour agrandir sa maison avec une pièce toute vitrée? Qui sont les fabricants qui se partagent ce marché? Et quels sont les pièges à éviter? Quand on veut agrandir sa maison avec une véranda, 7 fois sur 10, c'est un petit artisan qui s'en charge. Et avec eux, pour avoir du sur-mesure, il faut y mettre le prix. Au cœur de la vallée de l'Eure, le petit village de Chaudon. Sa chapelle, et juste en face, l'atelier du plus ancien fabricant de vérandas de la région. Philippe Gay, le maestro. 27 années qu'il fait du cousu humain. Chez lui, comptez en moyenne 30 000 € par véranda. C'est 20% plus cher que la moyenne du marché. Mais il faut dire qu'avec lui, on est dans l'artisanat à l'ancienne. Vous voulez une véranda en bois? Il vous la confectionne en iroko, un arbre tropical ultra résistant. Vous en voulez une de 45 mètres carrés, en aluminium? Alors les magiciens, bonjour. Pas de problème. Justement, ce jour-là, il termine la charpente de l'une d'elles, avec ses 2 ouvriers. Oui, et vous? Bien, bien, bien. Bon, est-ce que ça se passe bien, notre petite construction? Une fois terminée, il y en aura là pour 60 000 €. Pour ce prix, le client va être gâté. Adapté la deuxième gamelle. La véranda est spécialement adaptée à la maison du client. Voilà. Donc ici, ça correspond, d'après les plans, à la zone du séjour qui sera ouverte. Et donc au-dessus de laquelle il faut faire un puits de lumière qui va permettre de régler l'intensité lumineuse. Chaque poutre doit être parfaitement ajustée suivant les plans du maître. Mais vu les angles biscornus que Philippe a imaginés, ce n'est pas toujours facile de tomber juste. Il va être un petit peu long, faut reprendre la coupe. Et s'il faut y mettre le prix, c'est aussi parce que ces vérandas n'ont plus rien à voir avec les premières apparues dans les années 80. Des pièces vitrées sans charme, glaciales en hiver et surchauffées l'été, juste bonnes à faire pousser les géraniums de Madame. Désormais, on peut y vivre à l'année, grâce à des matériaux dernier cri en matière d'isolation. Ici, on est sur des panneaux verts en toiture qui font 33 mm. Et ça commence par les vitres. 90% de la surface d'une véranda, elles sont en double vitrage, teintées. Un effet lunettes de soleil garanti, même en plein été.
Les jours de grosse chaleur, l'air reste respirable. Là, on va avoir une véranda qui va atteindre 30 degrés maximum, tout fermé, alors qu'autrefois, on pouvait avoir des températures qui atteignaient les 50-55 degrés. Mais la grande innovation se trouve dans les poteaux de la véranda. En 5 ans, on est passé d'un simple profil aluminium comme celui-ci. C'était tout simplement un tube creux. À des pièces plus travaillées, séparées par cette barrette en résine ultra résistante. Ça n'a l'air de rien, mais ce petit truc en plus fait barrage à la température extérieure. Au final, des piliers plus efficaces, mais aussi plus chers. C'est au moins 5 fois supérieur entre le profil basique et le profil plus élaboré. Du coup, ça fait exploser la facture, ça? Ça fait exploser la facture, mais ça améliore les performances. Et ça permet de vendre plus de vérandas, peut-être? Ça permet de les rendre plus habitables et donc d'éviter l'image ancienne que l'on avait des vérandas anciennes, d'un four ou d'une glacière qui était utilisable trop peu de temps dans l'année. Ces vérandas d'un nouveau genre, Philippe Gay les vend donc en moyenne 30 000 €. Un prix qui a augmenté de 40% en moins de 10 ans. Alors, lorsqu'un client appelle pour un devis, c'est le patron lui-même qui se déplace. Et pas question de vendre sa véranda au rabais. Ce matin, il a rendez-vous dans le village voisin, dans ce lotissement pavillonnaire. Les clients habitent dans cette maison de 85 mètres carrés. Monsieur Paul, bonjour. Philippe Gay. Monsieur Paul et sa femme vivent ici depuis 20 ans. Et à force, ils commencent à s'y sentir un peu à l'étroit. Posez les affaires là. Ils gagnent autour de 2 000 € par mois. Pas les moyens ni l'envie d'acheter une maison plus grande. Une véranda, ce serait donc un bon compromis pour gagner de l'espace. Et ça tombe bien pour Philippe. Ils ont tout ce qu'il faut pour lui faciliter la tâche. Un jardin de 200 mètres carrés et une terrasse dont ils aimeraient profiter toute l'année. Monsieur Paul, vous pouvez me donner un petit coup de main pour mesurer la façade, s'il vous plaît? Philippe a vite fait le calcul. Voilà, comme ça nous évaluons ensemble la dimension maximale. Il leur propose aussitôt de couvrir toute la terrasse. 20 mètres carrés, Madame Paul est dubitative. Ça risque de faire un peu cher. Mais pour les convaincre, Philippe Gay a pour elle l'argument tout trouvé. 20 mètres carrés, c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte de ce que ça fait. J'ai un exemple pertinent. Lorsque des personnes me demandent une véranda un peu trop étroite, je prends l'exemple de la table, on tire 2 chaises, on allonge le mètre, et on dit l'encombrement est de 2,30 m. Si on fait une véranda de 3 mètres, on sera de part et d'autre, scotché au mur, scotché aux fenêtres. Donc un espace vital, acceptable et plaisant commence à partir de 3,50 m. En un clin d'œil, il met tout le monde d'accord. D'accord avec vous. Je vais prendre quelques Et photos. pour convaincre ses clients d'investir dans une véranda, Philippe a une astuce. Il leur offre un petit diaporama de ses plus belles réalisations. Donc la rubrique des photos prises chez ses anciens clients, de prise de vue, avant les travaux, acte visuel après, puis après les travaux. Avant, petite maison très typique, après, effet magique garanti. Ah oui, même du rose. Non, excusez-moi. Ah, c'est sympa. Enfin, faut que ça plaise. Mais qui dit conception extravagante, dit prix élevé. Ce chalet, par exemple, il y en a pour 50 000 €. Pour ses clients, Philippe voit lui un modèle plus sobre. Ah oui, d'accord. Une véranda en aluminium bicolore, avec une vue imprenable sur le jardin, exactement ce que recherche madame. Là, vous avez fait une ouverture. Là, il y a une belle ouverture. C'est joli, ça. C'est la joie de vivre. Non, et puis ça fait vraiment partie de la maison, ça fait... parce que moi, je trouvais ma maison un peu petite, enfin, on a des gros meubles aussi, donc c'est vrai que je voulais quelque chose pour... et c'est tout à fait ça, quoi. Pour ce qui est de la couleur de la véranda, ils ont l'embarras du choix. Des peintures, oui. Philippe, en toute sobriété, leur propose un blanc satiné. Le couple est séduit, mais il hésite. La dernière des... Le vert sapin... L'assemblage. Plus dans le ton de la tapisserie du salon, c'est pas mal non plus. Les clients sont envoûtés, comme à chaque fois. Après 2 heures de discussion, reste la dernière ligne droite, où l'artisan a toujours un peu de mal. Annoncer le prix à ses clients. Il est nécessaire peut-être à présent d'évoquer un petit peu un aspect un petit peu moins... Financier ?
Voilà, un petit peu moins facile et moins dans le domaine du rêve. On veut, mais bon, peut-être qu'on ne pourra pas. Donc on est dans une fourchette de prix autour de 24 à 28 000 euros. D'accord. TTC. Petit flottement, les clients avaient prévu un budget maximum de 23 000 euros. Mais bon, après... Après, il va falloir sérieusement discuter. Négocier. Ils se reverront donc dans 10 jours pour un nouveau devis. Malgré tous ses efforts, Philippe a plus de mal qu'avant pour décrocher des contrats. En moyenne, ses rendez-vous n'aboutissent qu'une fois sur 5. Très bien. Car il doit faire face Monsieur Paul, merci pour votre accueil. à des concurrents qui proposent des vérandas à des prix beaucoup plus attractifs. Une maison bourgeoise à l'ouest de la Vendée. Oh, la belle sans amour. Tous les matins, avant d'aller au travail, Gustave Rideau prend son temps pour faire quelques longueurs dans sa piscine. Oui, la belle. Ça, c'est le petit plaisir du matin, tous les matins. Et après, boulot. Ancien menuisier, comme Philippe Guet, son métier, ça a toujours été de fabriquer des vérandas. Mais pour les vendre, lui n'a plus besoin de faire la navette entre l'atelier et les visites de clients. À 57 ans, il est un des leaders de la véranda en France. Alors que la plupart des artisans vendent à peine 2 vérandas par mois, lui, en une seule journée, est assuré d'en vendre 15 fois plus. Grâce à son dernier bébé, une usine flambant neuve. Pour cet ancien artisan, le secret de la réussite, c'est d'avoir très tôt investi tout l'argent qu'il gagnait dans des machines. Et aujourd'hui, derrière le hall d'entrée très design de son entreprise, il y a ça. 22 000 mètres carrés d'entrepôt, une centaine d'ouvriers et les robots les plus chers et les plus performants du moment pour poser en un tour de bras des vitres de 80 kilos ou usiner en quelques secondes toutes les pièces nécessaires à la fabrication d'une véranda en aluminium. Car le truc de Gustave Rideau, pour être rentable, c'est de ne fabriquer que des vérandas en aluminium. Il y a bien du bois qui traîne dans un coin, mais il n'a rien de très exotique. Ça, c'est une imitation bois. C'est de l'aluminium au départ, qui est laqué, et on fait une imitation de bois avec le laquage. Grâce à ces énormes chaînes de montage, sorties d'usine, ces vérandas affichent des tarifs imbattables. Les petits artisans n'ont qu'à bien se tenir. Fabriquer une véranda de A à Z, ici, ça nous coûte 3 jours de travail. Un artisan, c'est au moins 6 jours de travail. Et en prix de revient, ça vous coûte En prix de revient, c'est moitié moins cher. Au bout du compte, ces vérandas, Gustave Rideau va les vendre 20% moins cher qu'un petit artisan. Et il a un autre argument de vente qui fait toute la différence pour un client. Le montage est plutôt express. Et voilà à quoi ça ressemble. Sa véranda, c'est une structure en kit pratiquement prête à poser. Pour ses rideaux électriques par exemple, un coup de visseuse et hop, ça tient tout seul. Ça fait toujours son petit effet auprès des clients. Ses équipes de poseurs, Gustave Rideau en a une quarantaine formées au sein de l'entreprise. Et tous doivent respecter une cadence de montage très précise. Elle est inscrite sur leur carnet de route. Toiture étoile, 8 heures. Coupure chevron, 1 heure. Coupure plaque, 1 heure. Volet roulant, on a 5h30 pour les poser. Et total, on a 39 heures pour poser la véranda. Pour cette véranda, ils ont donc 5 jours de pause, normalement. Mais pour augmenter leur productivité, Gustave Rideau a une astuce. Il leur offre tout simplement une prime. Plus vite ils travaillent, plus ils touchent. Et régulièrement, avec ses heures gagnées sur le montage, ces ouvriers ajoutent un joli bonus à leur salaire de 2 000 euros par mois. Donc ça nous fait... ça faut compter en moyenne 500 euros, quoi, à peu près. Ouais, voilà.
Des vérandas moins chers à produire, des cadences de travail imbattables. La recette a permis à Gustave Rideau de réaliser 50 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais si la véranda séduit de plus en plus de Français, il y a un détail que beaucoup de propriétaires oublient. C'est qu'avant toute commande, il y a une petite autorisation à décrocher. Et pour l'obtenir parfois, ça peut être un véritable parcours du combattant. Sauveur Campanella est vendeur de vérandas en région parisienne. Ancien directeur commercial dans l'industrie, il s'est mis à son compte il y a 6 ans. Lui n'a ni usine ni atelier, juste un bureau à l'étage de sa maison, d'où part tout son business. Les vérandas qu'il vend, Sauveur les achète en réalité en kit à des sociétés comme celle de Gustave Rideau. Son travail, c'est avant tout du commercial. Pour séduire ses futurs clients, il a un argument qu'il met bien en avant sur son site internet. Démarche administrative offerte. Car pour installer une véranda, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut demander une autorisation, sinon on risque jusqu'à 75 000 € d'amende et l'obligation de détruire la véranda illégale. Donc voici un dossier de déclaration préalable pour une véranda inférieure à 20 mètres carrés. Quand la véranda fait moins de 20 mètres carrés, il faut demander à la mairie une autorisation préalable de travaux. Et pour plus de 20 mètres carrés, il faut carrément un permis de construire. Donc on a un plan de situation, on a un plan de masse plus précis. Cette autorisation, c'est pas moins d'une dizaine de formulaires administratifs à remplir et des plans, parfois très compliqués. Il y a même la photo de la future véranda à fournir, en images de synthèse. Il faut faire un montage qui permet d'imaginer l'ouvrage terminé. Dans l'immense majorité des cas, la mairie va donner son feu vert. Par exemple celui-ci. Malgré cela, il y a encore une autre administration qui peut faire tout capoter. Ces 6 derniers mois, ces 3 projets de véranda proposés par Sauveur ont d'ailleurs été rejetés. Ce matin-là, ce service de l'État risque à nouveau de compromettre un de ses projets de véranda. Nous sommes près de Paris, dans un quartier très huppé de Vincennes. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Madame Cohen a racheté cette demeure il y a 2 ans. Avec son mari, ils ont refait tout l'intérieur avec du mobilier moderne. Mais il demeure une chose pas vraiment design qu'ils aimeraient bien changer. Au-dessus de la cuisine, c'est cette véranda. Elle a été posée il y a 25 ans et a conservé tous les défauts de l'époque. En premier lieu, une insonorisation inexistante. Dès qu'il pleuviote, le bruit devient vite agaçant. De la peinture, non. Si on se fie au bruit, on a l'impression que c'est vraiment un orage. Donc vraiment, ça amplifie. Là, oui, là, ça... Voilà. Donc c'est un peu insupportable? Ah, c'est carrément insupportable, oui. C'est carrément insupportable, c'est invivable. Pour ne plus subir ce tintamarre, elle a demandé à Sauveur le remplacement de la véranda. Un contrat à 28 000 €, a priori facile à réaliser. La véranda va être décollée du mur. Seulement voilà, Madame Cohen a des voisins très gênants. Et ce ne sont pas ceux qu'on croit. En face de chez elle, le bois de Vincennes. À 200 mètres, sa mairie du 19e siècle. Et un peu plus loin, son célèbre château. 3 monuments classés par les architectes des Bâtiments de France, une institution chargée de protéger le patrimoine national et qui donne du fil à retordre aux vendeurs de vérandas. Nathalie Barry. Quand on veut construire dans leur secteur, il faut d'abord leur autorisation. À Vincennes, pour les trouver, il faut se rendre dans une des tours du château. Si Sauveur veut décrocher son contrat à 28 000 €, il va falloir convaincre monsieur l'architecte des Bâtiments de France. Monsieur Lefebvre. Thierry Lefebvre, bac plus 7 en architecture, option Histoire de la vieille pierre. On a fait donc acheter les Bâtiments de France. Donc on vient vous voir pour un dossier. Face à lui, Sauveur le commercial se sent un peu comme s'il passait un oral du bac. En bon élève, il a amené dans son cartable tous ses documents, des plans du projet et des photos de la véranda à changer. Dès le début, monsieur l'architecte va se montrer très pointilleux. Est-ce que par exemple vous avez coupé des arbres ou pas? Rien du tout. Non, rien du tout. On fait la même. Un arbre coupé, ce serait une interdiction immédiate de construire.
Bon point pour Sauveur. Mais l'architecte va tiquer sur un détail. Sauveur veut surélever le toit de sa véranda de quelques centimètres au-dessus de cette rangée de tuiles. Et ça ne convient pas à Thierry Lefebvre. Malgré ses jolies photos, Sauveur est invité à revoir sa copie. Face à cette véranda, Le problème, c'est que vous avez quand même très peu de documents. C'est que c'est assez difficile de parler avec 4 photos. Si monsieur l'architecte est du genre tatillon, c'est que certaines vérandas, sorties de l'imagination débordante de leurs propriétaires, peuvent rapidement faire tache dans le paysage. Même si madame est propriétaire, finalement, ça appartient un peu à la ville, ça appartient un peu à Vincennes, à l'histoire de Vincennes. Oui, l'idée c'est ça. On est les gardiens du patrimoine. C'est voilà. Et surtout de la cohérence. Et de la cohérence de la ville. Ce projet de véranda à 28 000 € est désormais suspendu à la décision de monsieur l'architecte. Sauveur aura sa réponse dans 2 mois. Malgré ces contraintes administratives très lourdes, le marché juteux de la véranda attire de plus en plus de commerciaux comme Sauveur. Mais certains sont beaucoup moins professionnels. Dans l'est de la France, la maison des Quiliou. Il y a 2 ans, ce couple s'est offert un cadeau à 50 000 €. Aujourd'hui, ils regrettent amèrement leur choix. Donc voilà la véranda. Pourtant, à première vue, c'est plutôt réussi. Elle est effectivement jolie. Mais voilà, après seulement quelques mois, la véranda montre des signes de faiblesse. La décoration qui a un rôle important. Et monsieur Quiliou a bien du mal à les cacher. La plante, elle est ici, puisque comme il pleut régulièrement, voilà, il suffit d'attendre, et ça y est, ça tombe. Entrez. Il suffit d'attendre un tout petit peu, on appuie, et il tombe de l'eau. Une humidité qui a fini par gagner toute la véranda. Le long, et elle ressort au bout, où elle descend ici. Des piliers, au mur, du mur, et elle va rejoindre jusqu'au plancher. Tout est imprégné d'eau. La différence de niveau, ce placo-plate là, il est mort. Le responsable, un entrepreneur du coin qui a bâclé le travail. Pendant des mois, monsieur Quiliou tente de le joindre à coups de lettres recommandées, sans réponse. C'est finalement en ouvrant un journal gratuit qu'il va avoir de ses nouvelles. L'entrepreneur y fait sa publicité. Et sans état d'âme, il utilise la photo de la véranda de monsieur Quiliou. C'était dans le journal. Véranda habitable toute saison. Véranda habitable toute saison. On n'a pas commandé une piscine, on avait commandé une véranda. Et quelques jours plus tard, nouvelle surprise. Il découvre que 70 personnes comme lui ont fait confiance à cet entrepreneur. Certaines ont même payé des acomptes sans jamais voir leur véranda. Toutes ont porté plainte. À quelques kilomètres de là, nous avons retrouvé cette entreprise. Fermée. Après seulement 1 an d'existence, le vendeur de véranda a déposé le bilan. En attendant le résultat de l'enquête, il se refait une santé financière dans le département voisin où il a trouvé un nouveau métier dans un secteur tout aussi rentable. Il est désormais vendeur d'alarmes. Le week-end, quand Jérôme et Nicolas mettent le nez dehors, c'est en uniforme pour jardiner. Ses frères jumeaux de 29 ans sont inséparables. Ils habitent ensemble depuis 1 an dans cette maison, à une trentaine de kilomètres de Vannes, en Bretagne. Ça a quand même changé les fleurs en 1 an. Ça vient pousser. Quand ils s'occupent de leur jardin, ils commencent par arroser les iris et le chèvrefeuille. Je resterai des heures autour d'une plante. Ah bah oui, ouais, c'est vrai que... J'aime bien l'observer tous les jours. J'aime bien voir comment elle réagit au temps, au climat, à la météo. Et pour leurs fleurs, ces 2 jardiniers professionnels utilisent une eau très particulière. Tu veux un peu d'eau? Ouais. Ça peut paraître incroyable, mais tout leur arrosage vient du ciel. C'est de l'eau de pluie. On capte l'eau en venant des toitures, au niveau des gouttières. Et ensuite, au niveau des gouttières, il y a tout un cheminement. Tous les gouttières sont canalisées, reliées à une cuve. Donc, je vais vous montrer. Et cette eau de pluie, ils la stockent dans une citerne enterrée. Voilà. Donc voilà, le tuyau que vous voyez, donc ça c'est l'entrée pour récupérer les eaux de pluie. Cette eau leur permet donc d'arroser leur jardin. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de la maison, ils l'utilisent aussi pour la machine à laver et les toilettes. C'est écologique et ça permet aux frères jumeaux de réaliser des petites économies, plus de 200 € par an.
Mettons à l'année, ça fait un caddie de course par exemple. C'est tout bête à dire, mais ou un petit week-end. Voilà, ou un billet de train pour aller sur Paris, ou 2 pleins de gasoil. Et comme nos 2 jardiniers, de plus en plus de Français s'intéressent à l'eau de pluie. La pluie, tout le monde peut la récupérer et c'est gratuit. Un concept qui ne date pas d'hier. Nos grands-parents l'utilisaient déjà pour arroser leur jardin grâce à des bassines ou des tonneaux. Un geste citoyen qui est devenu de plus en plus fréquent avec les sécheresses en France. L'eau se fait de plus en plus rare, mais aussi de plus en plus chère. Son prix a augmenté de 40% ces 10 dernières années. Résultat, les Français cherchent à alléger leur facture d'eau. La récupération de l'eau de pluie revient au goût du jour. Du coup, des dizaines d'entreprises se sont mises sur le créneau. Elles vendent des récupérateurs qui coûtent de 3 à 8 000 €. Alors l'eau de pluie est-elle une alternative réellement efficace à l'eau courante? Comment certains parient-ils sur ce business pour gagner beaucoup d'argent? Ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, pour beaucoup de Français, récupérer l'eau de pluie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Perdu au milieu de son champ, Monsieur Jardin s'occupe de ses salades. Il est agriculteur et utilise beaucoup d'eau pour arroser ses légumes, mais aussi pour les lessives de sa famille. Sa consommation a fini par exploser ces dernières années. Plutôt que d'utiliser l'eau de la ville quand tout est gelé, qui coûte assez cher, qui est potable en plus, j'ai pas besoin d'une eau comme ça pour laver mes légumes. Donc autant qu'à faire, autant utiliser de l'eau de récupération de pluie, quoi. Et l'homme qui peut faire baisser sa facture d'eau, c'est Xavier Convardi. Ça va, monsieur Jardin? Vous allez bien? Salut Arnaud. Il est à la tête d'une société de récupération d'eau. On vous envahit? La citerne qu'il vient installer, la voici. Elle est en béton, elle peut contenir 8600 litres d'eau. Et voilà comment ça fonctionne. Lorsqu'il pleut sur le toit d'une maison, l'eau est recueillie dans les gouttières, puis circule dans le tuyau de descente vers la citerne. L'eau passe par le filtre de la citerne qui va permettre de bloquer les impuretés. L'eau filtrée est ensuite aspirée par une pompe installée à l'intérieur de la maison, d'où elle est distribuée vers les machines à laver, les toilettes et les robinets de jardin. Le chantier va prendre 2 jours. Premier coup de pelle, trouver les tuyaux de descente des gouttières. À mon avis, c'est plus vers nous. Ensuite, creuser un trou de 3 mètres de profondeur pour y installer la citerne en béton. Avant de la recouvrir entièrement, Xavier rajoute l'élément indispensable pour pouvoir exploiter l'eau de pluie, le filtre qui bloque les grosses impuretés. Tac. Et à mon avis, dans cette installation, l'agriculteur investit 8 000 €, une somme qu'il espère rentabiliser d'ici 5 à 10 ans. Et des citernes comme celle-ci, Xavier en installe une centaine par an. Son chiffre d'affaires a augmenté de 40% cette année, mais un tel engouement crée de la concurrence. Il y a 3 ans, dans le Morbihan, on était 2 installateurs. Aujourd'hui, on doit être une trentaine ou une quarantaine. Du coup, Xavier doit se battre pour trouver des chantiers. C'est dans la banlieue de Vannes qu'il a installé les bureaux de Technocéan, sa société. Au fond de ce hangar, dans lequel il peut stocker du matériel. À 33 ans, le jeune patron emploie 4 ouvriers. Et celle sur laquelle il compte le plus, c'est Céline. Commerciale, c'est elle qui est chargée de trouver des clients. Ça se passe par téléphone, un démarchage intensif tous les matins de 8h30 à midi. Bonjour monsieur, je suis Céline pour Technocéan de Vannes, pour la récupération d'eau de pluie. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie monsieur, au revoir. J'ai ce qu'il faut avec toute la maison. Là, vous avez déjà équipé? Oui, c'est juste là pour... Mais entre les répondeurs et les refus catégoriques, une fois sur 2, ces appels ne débouchent sur rien. Alors pour trouver d'autres clients, Céline se déplace sur le terrain. Bon bah tout à l'heure. Tout à l'heure. Et voilà où elle part en chasse, dans les mairies. Nous sommes à Tex, une petite ville à 10 km du bureau. Ce qu'elle vient chercher, c'est ce registre accessible à tous. Vous avez l'habitude? Oui. Tous les permis de construire accordés sur la commune sont consignés dans ce cahier. Céline va l'éplucher minutieusement car sous les yeux, elle a des dizaines de clients potentiels. Cette personne-là va faire une Sur cette ligne, par exemple, un particulier veut se construire une terrasse.
Là, c'est un commerçant qui veut faire une extension de magasin. Mais le permis de construire qui interpelle Céline, c'est celui-ci. Un particulier construit un abri pour son camping-car. Ça donne une idée à la commerciale. Peut-être ce monsieur voudra laver son camping-car avec de l'eau qu'il pourra récupérer lui-même. Ça peut être intéressant. À son retour au bureau, Céline va contacter ce particulier. C'est en écumant ainsi les mairies qu'elle parvient à trouver 15% de ses clients. Son patron, Xavier Convardi, va donc leur vendre ces énormes citernes en béton qu'il fait fabriquer dans cette usine. Et sur chacune, il va gagner 35% de marge brute. Du produit et de la machine. Mais le succès de Xavier risque de ne pas durer très longtemps. Car face à lui, des concurrents ont eux aussi flairé le potentiel de l'eau de pluie. Ils sont beaucoup moins chers, des casseurs de prix qui ont décidé d'inonder le marché. Pour les trouver, il faut aller de l'autre côté de la frontière, en Belgique, à 110 km de Bruxelles. C'est ici que sont installés les plus gros industriels de l'eau de pluie. Dans cette énorme usine, où chaque mois, 1000 récupérateurs d'eau de pluie sont fabriqués. Pascal Vendée-Candelaire, 37 ans, est l'un des meilleurs commerciaux de la société. En 9 ans, des citernes, il en a vendu un peu partout dans le monde. Donc ici, on a des citernes de 15 mètres cubes destinées au marché belge. Ici, des citernes de 10 mètres cubes destinées au marché français pour aller dans des départements très loin. Donc, par exemple, l'Ardèche ou la région de Bayonne, par exemple. Ici, on a des citernes de 15 mètres cubes destinées au marché français. La France, mais aussi les Pays-Bas ou l'Allemagne. Pour fournir de tels volumes, des dizaines d'ouvriers coulent chaque jour des tonnes de ciment sec sur cette énorme chaîne de fabrication. Vous avez fait combien de cuves aujourd'hui ? 32 pièces de 10 000 litres. Si l'usine tourne à plein régime, c'est qu'en Belgique, récupérer l'eau de pluie, ce n'est pas un choix, mais c'est obligatoire. La loi l'impose depuis 2 ans pour toutes les habitations neuves. Du coup, près d'une maison sur 2 en Belgique possède déjà une citerne dans son jardin. Comme ici à Molenbeek, à 30 km de la frontière française. Leur citerne, Olivier et sa femme l'ont cachée sous les dalles, derrière leur maison. Elle se trouve ici, sous leur terrasse, que le maçon a carrelé convenablement. Dans ce quartier, il y a évidemment sa citerne, mais aussi celle de ses voisins. Ici, Olivier se sent comme chez lui, dans toutes les maisons. Donc ici, c'est mes voisins, avec leur façade bien fleurie. Là, la cuve est derrière la cuisine. Donc ici, on a la citerne de mes voisins. C'est une citerne d'une capacité de 5000 litres. 5 mètres cubes, en fait. Voilà. Celle-là est au milieu du jardin et c'est aussi sous la plante. Donc ici, mes autres voisins un peu plus bas. Dans ce cas-ci, c'est une citerne de 10 000 aussi. L'eau de pluie est donc rentrée dans les mœurs des Belges. Ils s'en servent non seulement pour le jardin, pour le linge et la vaisselle, et ils vont, comme Olivier et sa femme, jusqu'à la boire. Je te mets un peu de grenadine, mon petit lapin. Et c'est avec de l'eau de pluie que la grenadine est consommée par le couple. Vous la buvez tous les jours Tous les jours, oui. Leur installation leur a coûté 3 000 €. C'est 30% de moins qu'en France. Résultat, en Belgique, tout le monde s'équipe. Le marché est presque saturé. Alors, les fabricants belges comme Pascal Vendée-Candelaire ont décidé de conquérir un nouveau marché, la France. La frontière, le commercial la connaît bien. Il la passe 3 fois par semaine pour vendre ses citernes. Les affaires marchent très bien pour lui. En 1 an, il a multiplié par 4 son chiffre d'affaires avec la France. Disons que c'est pas tellement difficile à vendre, dans le sens que le premier argument à mettre en avant, c'est le prix. Un argument que Pascal sait très bien manier. Ce matin, il a rendez-vous chez un particulier, à 2 pas de la frontière. Les 2 hommes se sont déjà rencontrés lors d'un salon, il y a 3 mois. Oui,
Il y a mon chat qui va nous montrer le chemin, vous allez voir. Allez, je vous suis. Je vous en prie. Monsieur Marie veut installer une cuve de récupération d'eau de pluie à l'arrière de sa maison dans le jardin. Il veut réaliser des économies sur sa facture d'eau. Ici, vraiment pour délimiter la partie stationnement et la partie, en fin de compte, jardin. Donc c'est pour ça que cette partie-là, on veut la réserver. Tout à fait. Ici, une simple question, il n'y a pas de câble qui passe eau, gaz, électricité? Non, non. Depuis leur dernière rencontre, le client a comparé les prix entre la France et la Belgique. Et le résultat est sans appel. Donc je vous ai pris une petite documentation avec. Disons qu'on a des prix et des prestations qui sont pas tout à fait les mêmes. Souvent un peu plus à la hausse. De l'ordre de 30 à 50% en plus que les devis de cette société. Les Français sont 50% plus chers que les Belges. Un très bon point pour Pascal. Oui. S'offre à nous. Je vais vous montrer tout ça dans mon catalogue ici. Il ne lui reste qu'à proposer ses citernes. Citernes dites combinées, où tout est déjà monté dedans. Pascal lui présente un premier produit qui coûte 3 700 € tout compris. Mais ce n'est pas celui qu'il veut vendre. D'accord. Ou alors vous optez pour une citerne Eco Plus. Voici celle qu'il veut absolument écouler. Une toute en un, la plus chère, celle qui lui rapporte le plus. Elle coûte 4 500 €. Je pense qu'on va partir sur un 10 000. Alors, pour convaincre son client, Pascal a un argument qui plaît beaucoup aux Français actuellement. Et vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 25% en France Oui, ça je savais. Pour ce système-là. Ce crédit d'impôt permet de retirer 25% du prix de la citerne de ses impôts. En version Eco Plus. Vous comptiez demander le crédit d'impôt ou pas? Oui, quand même. Oui. Donc il faut partir là-dessus, ouais. Eco Plus, bon, très bien. Merci beaucoup. Le crédit d'impôt, voilà bien souvent ce qui incite le client à prendre le modèle le plus cher. Mais ce que Pascal sait bien garder de lui dire, c'est que cet avantage fiscal est valable aussi sur le modèle moins cher. Allez, bonne route, au revoir. De retour au bureau, un peu embarrassé, le vendeur reconnaît cette méthode commerciale. Une astuce qu'il utilise aussi bien devant les clients qu'au téléphone. Mais ça, vous lui en parlez pas du crédit d'impôt sur le premier cas? Je ne lui en parle pas, non. Et pourquoi? Pourquoi je lui en parle pas? Je lui laisse d'abord lire l'offre, et s'il veut de plus amples renseignements, je peux lui expliquer plus clairement. Mais disons que dans une communication téléphonique qui dure entre 5 et 7 minutes, c'est difficile d'être le plus clair possible, quoi. Une petite omission qui permet tout de même à notre commercial de faire la moitié de ses ventes en France avec le produit le plus cher de sa gamme. Et si Pascal en vend jusqu'à 70 par semaine, c'est parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français cherchent à s'équiper. Mais jusqu'où peuvent-ils utiliser l'eau de pluie dans leur vie quotidienne? En France, la loi est claire. L'usage de l'eau de pluie est réservé à l'arrosage, au nettoyage des véhicules ou pour une utilisation domestique restreinte au WC et au lave-linge. Et pourtant, certains prennent quelques libertés. Quelque part en Bretagne, à 30 km de Vannes, sous la pluie, un chalet en bois. Les clients viennent de loin pour acheter leur pain dans cette boulangerie. Des brioches, du pain de mie, des pains de campagne, ces pains fabriqués à l'ancienne ont leurs habitués. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces pains? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Et la saveur, déjà. Bon, vraiment le goût du pain d'autrefois, moi, que j'ai connu dans mon enfance. Parce qu'il est bio, d'ailleurs, et qu'il est très bon. Si les clients en raffolent autant, c'est parce que le boulanger Daniel Tétard a un petit secret de fabrication. Son pain est fait avec de l'eau de pluie. Elle est parfaitement claire, on pourrait la mettre dans un verre, parfaitement claire, elle est sans odeur, surtout sans saveur, de l'eau. Pour faire son pain, le boulanger met la moitié d'eau de pluie, la moitié de pâte. Il obtient une consistance qui, une fois travaillée, va donner du pain bio au levain, au blé, une idée qu'il a eue il y a 10 ans. Je me suis dit, pourquoi mettre de la bonne farine biologique, cultivée sans engrais chimiques, sans pesticides, sans fongicides, sans désherbants, et utiliser de l'eau qui en contient plein. Ça n'a aucun sens. Et là m'est venue l'idée d'aller la chercher tombant direct du ciel, là, avant qu'elle ne touche la terre. Mais en utilisant de l'eau de pluie à des fins alimentaires, le boulanger prend des risques. Cette eau-là que j'utilise là est hors la loi. Elle est interdite. Mais je revendique de l'utiliser parce que c'est pour moi la meilleure. Pour ne pas mettre en danger la santé de ses clients,
Daniel a réalisé des analyses de l'eau de pluie qu'il met dans son pain. La dernière date d'il y a 2 ans. On y voit colibacille 0, norme 0, streptocoque 0. Ça s'annonce bien. Quelle est la conclusion? Eh bien, eau potable. Eau potable, eau bactériologiquement potable. Mais voilà, le problème c'est que la qualité de l'eau de pluie peut varier d'un jour à l'autre. Et cela malgré la présence d'un filtre sur la citerne. Il suffit de quelques déchets sur le toit ou d'un nuage toxique pour changer le résultat des analyses. Pour preuve, nous avons demandé à Daniel de nous fournir un échantillon de son eau de pluie. Cet échantillon, nous l'avons confié à ce laboratoire indépendant du Morbihan pour savoir si l'eau est consommable ou non. Et voici le résultat. L'eau présente des coliformes, une bactérie. Si l'on devait considérer l'eau de l'échantillon comme étant destinée à l'alimentaire, la simple détection de bactéries coliformes permet de conclure à sa non-conformité. Une eau non conforme, pour autant, voilà ce que conclut le scientifique en charge du dossier. Cette eau n'implique pas systématiquement des effets nocifs. Bienvenue Jean-Pierre. Elle satisfait d'ailleurs les clients de Daniel depuis 10 ans, même si elle ne répond pas aux critères de la loi. Alors que ce soit pour arroser le jardin ou nettoyer le linge, le business des vendeurs de récupération d'eau de pluie cartonne. Mais plus ils vendent, plus ils empiètent sur les plates-bandes de gros mastodontes qui occupent ce secteur depuis beaucoup plus longtemps. Ce sont les grandes compagnies de distribution d'eau. Les plus connues s'appellent Veolia, Lyonnaise des Eaux, Sor, mais il y a aussi quelques PME régionales. Dans la région de Bourg-en-Bresse, par exemple, c'est cette entreprise, Alto, qui amène l'eau jusqu'au robinet des habitants. Son directeur, c'est l'homme en costume Alain Galis. Et ce matin, réunion de crise car il y a un problème. Les consommateurs d'eau de pluie commencent à lui faire perdre de l'argent. On voit se développer cela de plus en plus où les gens essayent de récupérer, réouvrir des puits en milieu rural, récupérer des eaux de pluie, notamment pour l'arrosage des jardins, pour les choses comme ça, donc qui globalement ont tendance à faire baisser la consommation des ménages. Donc ça fait baisser aussi votre chiffre d'affaires à vous ? Ça fait baisser un peu notre chiffre d'affaires, c'est vrai. Car cette eau de pluie, il est obligé de la retraiter à ses frais alors qu'elle ne lui rapporte rien. Lorsqu'un particulier achète de l'eau potable, il paye pour son acheminement jusqu'au robinet. Il paye aussi pour qu'à la sortie de sa maison, l'eau sale soit retraitée. Une fois propre, elle sera rejetée dans les rivières. Alors qu'un particulier qui utilise de l'eau de pluie rejette lui aussi cette eau dans le circuit collectif. En revanche, il n'a rien payé pour son retraitement. Un manque à gagner croissant pour Alain Galis. Le citoyen ne peut pas utiliser son eau de pluie sans avoir à payer quoi que ce soit ? Si le particulier était capable de la traiter par lui-même, à ce moment-là, oui, l'eau de pluie serait gratuite. Il n'y a aucune raison de lui facturer quoi que ce soit, il n'y aurait pas de service utilisé. Par contre, s'il met de l'eau de pluie dans ses WC, la sortie d'un WC, l'eau est pas particulièrement propre à être mise dans une rivière, quoi. Il faut bien la traiter avant et faire en sorte qu'elle soit dépolluée. Et la dépollution, ça représente 30% du prix de l'eau. Du coup, les compagnies d'eau ne comptent pas se laisser faire. Elles envisageraient de faire payer le retraitement. Ça c'est quoi ? Banlieue sud de Paris, un coquet pavillon. À l'arrière, le jardin est beaucoup moins soigné. C'est le règne des mauvaises herbes. Sylvie et Christophe doivent toutes les enlever avant de planter du gazon. À la binette, il y en a pour des journées de travail. Par où tu veux qu'on commence ? On commence par là-bas ou par... Par là-bas, par tout le fond. Mais pour désherber ces 200 mètres carrés, Christophe a une solution toute simple. Tu peux aller m'ouvrir la voie, s'il te plaît ? Un pulvérisateur, quelques litres d'eau et 2 bouchons d'un herbicide, un produit qui tue toutes les mauvaises herbes. Dans une semaine, les plantes pulvérisées seront mortes, comme grillées.
il suffira d'un simple coup de râteau pour les ramasser. Et pour être sûr que ça marche, Christophe a mis 2 fois la dose recommandée. Mais il y a beaucoup de charbon, alors je me dis qu'à la limite, comme ça va leur... voilà. Au moins, si c'est un produit qui est pas trop efficace, si ça va être efficace par la quantité mise. Toute cette végétation éradiquée, en 2 heures et sans trop d'efforts, un petit miracle grâce à ce produit qui carbonise littéralement chaque plante qu'il touche. Presque tous les jardiniers du dimanche en ont déjà acheté. Cela s'appelle le Roundup. Derrière ce nom, le désherbant le plus célèbre de la planète. 3000 tonnes vendues chaque année, rien qu'en France. Depuis 35 ans, c'est l'herbicide préféré des agriculteurs. Et aussi depuis une dizaine d'années, celui des jardiniers. Mais depuis quelque temps, la star des jardineries inquiète. Des chercheurs ont étudié le produit et leurs résultats suscitent de nombreuses questions. Alors, comment le Roundup est-il devenu le numéro 1 des désherbants? Pourquoi certains biologistes considèrent ce produit dangereux? Révélation sur le tueur de mauvaises herbes, le plus vendu au monde. Quand les beaux jours sont de retour, les jardineries sont sur le pied de guerre. Les clients choisissent de nouvelles fleurs, mais aussi de quoi éradiquer toutes les mauvaises herbes du jardin. Pour cela, il y a toute une panoplie de produits magiques censés aider les jardiniers du dimanche, les désherbants. Et au milieu de tous, un produit star, le Roundup. On en trouve dans toutes les tailles, en bidons de 3 litres, comme en petits pulvérisateurs, pour des frappes chirurgicales, comme des bombardements massifs. Un produit que les clients connaissent bien. Du Roundup, là, c'est 3+, désherbant tout jardin. Et j'avais envie, au niveau pelouse, de la faire disparaître totalement pour après en replanter une nouvelle. Et donc c'est ce qu'on m'a conseillé de prendre. C'est plus efficace, vraiment de tout. Puis ça permet de semer 8 jours après. Le Roundup fait donc le bonheur des jardiniers. Il détruit n'importe quel végétal jusqu'aux racines. C'est écrit sur l'emballage. Un produit vedette qui, depuis son invention, rapporte beaucoup d'argent à l'industriel qui le fabrique, la société Monsanto. Une multinationale de la chimie d'origine américaine qui a fait $1 milliard de bénéfices en 2007. Son siège est installé dans ces immenses bâtiments à Saint-Louis, dans le Missouri. Une société de 17 500 salariés, présents dans 46 pays. Depuis 10 ans, la société défraye la chronique pour ses semences génétiquement modifiées, les fameuses OGM. Mais ce qui a fait la fortune de ce géant de la chimie, c'est l'invention d'un tueur de mauvaises herbes. Le glyphosate. Une molécule qui, associée à d'autres produits chimiques, détruit toutes les plantes sans exception. Un cocktail révolutionnaire qui, une fois dans les feuilles, descend jusqu'aux racines. Aucune mauvaise herbe ne lui résiste. L'entreprise dépose un brevet mondial, enregistré en 1972, et baptise son nouvel herbicide Roundup. Et en 1974, à coup de publicité, Monsanto part à la conquête des agriculteurs du monde entier. Weed problems? No problem with Roundup herbicide. Pour le vendre en France, Monsanto a usé d'une tactique bien pensée. Au siège de la filiale française, Yann Fichet, porte-parole de Monsanto, nous a reçus. 25 ans de maison et un trophée, celui du meilleur communicant autour du Roundup. Et donc ça date de quand, ça? Vous l'avez eu quand? 2004. Il nous explique comment la firme américaine s'y est prise avec les agriculteurs français. Les agriculteurs ont besoin d'une chose, ils ont besoin de voir avant d'adopter. Donc on a fait comme pour toutes les technologies, c'est-à-dire qu'on a montré aux agriculteurs dans les champs, dans ce qu'on appelle des démonstrations, des champs d'essai, eh bien, on leur montre une partie avec le traitement, une partie sans le traitement, et puis ils se rendent compte que bien, ça peut rendre un certain nombre de services. Et voilà comment Monsanto a réussi à imposer son produit dans nos campagnes. À l'époque, c'est une révolution pour le quotidien des agriculteurs. Pour le comprendre, il faut se rendre à 3 heures de Paris, dans la Manche.
Pascal Ferret a vécu l'arrivée du Roundup au début des années 80. Cela fait 34 ans qu'il est agriculteur, 34 ans qu'il se bat contre les mauvaises herbes. Et justement, il doit transformer cette prairie en champ de maïs. 1,5 hectare d'herbe à enlever, seulement certaines sont tenaces. Voilà une plante qui s'appelle Rumex. Et cette plante, il y a des racines très longues dans le sol. On peut retrouver ce type de racines entre 60 cm et 1,50 m de profondeur. Rumex, chardon. Avant, pour s'en débarrasser, Pascal devait pulvériser plusieurs produits. Désormais, un seul et même bidon suffit, le Roundup. 4 litres de concentré, mélangé avec 200 litres d'eau. Et c'est parti. Pour nettoyer son champ, un seul passage de tracteur est nécessaire. C'est 3 fois plus rapide qu'avant. Et cela fait faire d'énormes économies de carburant. Voilà pourquoi il y a 25 ans, Pascal, comme tous les agriculteurs, a vécu l'arrivée du Roundup comme une révolution. On y croyait difficilement. Après l'avoir testé, effectivement, on a dit ce produit tient du miracle et du prodige. Dans une semaine, sa prairie ressemblera à celle-ci. Des herbes grillées par le Roundup. C'est pour cette raison qu'à chaque printemps, les champs deviennent rouge-orangé. En quelques années, le Roundup va devenir le best-seller de Monsanto. Mais l'entreprise de Saint-Louis ne va pas s'arrêter au simple marché des agriculteurs. En 1988, la firme s'attaque au marché des particuliers. Et voilà comment elle présente son produit. Une pression, plus de mauvaises herbes. One shot, that's all it takes for weeds. Roundup. Et là encore, le succès est au rendez-vous. Des millions de particuliers qui jardinent font pchit. Il y a les jardiniers, il y a les agriculteurs, mais aussi les communes qui s'en servent pour désherber les trottoirs. Le Roundup est partout. Cet herbicide connaît donc un succès planétaire. Depuis 35 ans, il s'en vend des millions de litres chaque année. Mais la saga du Roundup ne se limite pas à cette réussite. Car derrière le succès de ce produit, il y a une autre réalité, beaucoup moins glorieuse. Et pour la comprendre, il faut partir d'une découverte faite presque par hasard. Tout commence en 1998 avec une directive de l'Union européenne qui oblige désormais les États membres à prélever des échantillons d'eau tout au long de l'année. Depuis, chaque mois, le Conseil général des Côtes-d'Armor en Bretagne envoie 2 de ses employés, Gilles Auger et Sandra Maire, faire la tournée des rivières. Objectif, remplir des flacons d'eau et les faire analyser. Il y a presque 10 ans, les premiers résultats ont surpris tout le monde. Parmi les produits que l'on retrouve le plus souvent dans l'eau, il y a des résidus d'herbicides, comme celui du Roundup. D'une manière récurrente, on le retrouve partout. Bon, c'est le produit le plus utilisé aussi. Donc c'est un peu le résidu star des rivières, quoi. C'est un peu celui qu'on retrouve partout. Ah oui, ça, oui, on peut dire que c'est la vedette, oui. Depuis 10 ans, le ministère de l'écologie fait le même constat. Sur les principales molécules, c'est-à-dire sur les polluants quantifiés dans l'eau, ceux que l'on retrouve le plus souvent, ce sont des résidus d'herbicides comme le Roundup. Ils ont contaminé la moitié des cours d'eau du pays. Les rivières, et parfois même l'eau du robinet. Mais alors, quel impact ces résidus ont-ils sur notre santé ? Notre exposition permanente à ces traces de pesticides peut-elle avoir des effets à long terme ? C'est ce qu'a voulu savoir le Conseil régional de Bretagne. Et pour ça, il a demandé une étude sur le Roundup à un chercheur, une sommité scientifique en France. Roscoff, en Bretagne. C'est là que travaille Robert Belay, professeur en biologie cellulaire à l'université Pierre et Marie Curie. Dans ce couloir qui mène à son bureau,
Un tableau qui dit beaucoup de choses sur ce professeur, car il y a épinglé dessus quelques articles sur ses recherches, parus dans les plus grandes revues scientifiques. Et vous avez participé à combien de publications là ? Là, sur ce tableau, il y en a une 10-15. Moi, je dois avoir plus de 100, en tout cas, publications internationales, donc qui ont été toutes passées par ce crible. Donc vous êtes un peu connu dans la communauté internationale ? Ah bah oui, évidemment. En 1999, c'est lui qui a cherché à savoir si le Roundup avait une incidence sur notre santé. Pour cela, il a testé l'impact de l'herbicide sur des cellules d'oursins. Ces animaux marins utilisent le même ADN que celui des humains pour diviser leurs cellules. Au moment de la fécondation, comme chez l'homme, voilà ce qui se passe. Au bout d'1 heure et demie, paf, vous voyez qu'on passe à 2 cellules. 30 minutes après, 4 cellules. Vous voyez ? 30 minutes après, 8. Tout au long de notre existence, nos cellules se divisent pour nous maintenir en vie. Et voilà en quoi a consisté l'expérience du professeur Belay. Le Roundup est dilué dans ce tube. Avec la pipette, donc je vais tout bêtement prélever et à ces cellules en train de se diviser, j'ajoute le Roundup. Et voilà ce qui se passe. En présence de pesticides, en l'occurrence ici c'est le Roundup, vous voyez qu'ici, au moment où les autres sont à 2 cellules, là il n'y en a toujours qu'une. Et au moment où les autres sont à 4 cellules, là il n'y en a que 2. Pour le professeur Belay, le Roundup déréglerait donc le fonctionnement de nos cellules. Elles seraient fragilisées et surtout pourraient perdre une qualité essentielle, nous protéger contre les tumeurs et donc contre le cancer. Voici les résultats du professeur Belay, publiés dans Chemical Research in Toxicology, une des revues les plus reconnues par la communauté scientifique, et jamais aucune étude n'est venue contredire cette découverte. Nous sommes quand même la première équipe au monde à avoir démontré la toxicité du produit. Et sans contestation possible, jamais personne n'a contesté le résultat que l'on trouve. Le produit est toxique. Pour la première fois, un chercheur pointe les dangers potentiellement cancérigènes que pourrait représenter l'utilisation du Roundup. Mais pour Yann Fichet, le porte-parole de Monsanto, ces résultats ne prouvent en rien que le Roundup est dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que même à très long terme, il n'y aura jamais de problème avec le Roundup ? Toutes les informations qui existent aujourd'hui permettent de dire effectivement qu'il n'y aura pas de problème particulier avec les produits autorisés à la mise sur le marché. Et pourtant, après celle de Roscoff, un peu partout dans le monde, d'autres études vont affirmer elles aussi que le Roundup aurait des incidences sur la santé humaine. Aux États-Unis d'abord, à l'université de Chapel Hill, en Caroline du Nord. Un professeur s'intéresse à la santé de 2000 agriculteurs de l'Ontario qui utilisent du Roundup. Il constate un taux anormalement élevé de fausses couches chez leurs femmes. Il attribue ce phénomène aux herbicides, comme le Roundup. Pour la deuxième fois, le Roundup est jugé toxique. Un troisième scientifique va vouloir en savoir plus. Il se trouve en France, à Caen. Gilles-Éric Serralini est professeur de biologie moléculaire. Sa dernière étude sur le Roundup fait froid dans le dos. Il a voulu comprendre une bonne fois pour toutes comment l'herbicide pouvait provoquer des fausses couches. Alors il a confronté des cellules d'embryons à de très petites doses de Roundup. Et voilà ce que le professeur Serralini a observé dans son microscope. Alors à gauche sont des cellules tout à fait saines et à droite ce sont des cellules desséchées en fait qui commencent à s'étouffer et qui ensuite éclatent leur membrane. Des cellules d'embryons étouffées, voilà ce qui expliquerait certaines fausses couches. Et ce n'est pas tout. Les fœtus exposés au Roundup auraient plus de risques de développer plus tard certaines pathologies. Le risque est plus grand d'avoir des problèmes de malformation, d'avoir des problèmes de dérèglement de fonction d'organes, d'avoir des problèmes sexuels, y compris après la puberté. Là encore, une revue spécialisée a publié ses résultats en janvier 2009. À ce jour,
aucun article n'est venu les contester. À travers le monde, au moins 8 études notent un effet néfaste sur la santé. Nous avons présenté ces travaux à Monsanto, le fabricant du Roundup. Une première étude qui montre qu'il y aurait un lien entre le Roundup et des fausses couches tardives. Face à ces mises en cause, les responsables restent sereins. Car de son côté, l'entreprise présente elle aussi des études qui disent que son produit est inoffensif. Je vais vous en montrer une d'ailleurs, si vous voulez, qui est un peu ancienne, mais c'est... souvent, ces revues scientifiques sont faites en anglais, donc j'en ai cherché une en français, et qui explique qu'il n'y a pas de problème particulier avec le glyphosate et avec le Roundup. D'accord. Mais il oublie de préciser un détail très important sur cette publication scientifique. Mais là, elle porte sur le glyphosate, oui. Pas sur le Roundup. Oui, tout à fait, oui. Là, ça porte sur le glyphosate. Le glyphosate, ce n'est qu'un des composants du Roundup. Le problème, c'est que dans cet herbicide, il y a plusieurs autres produits chimiques. Et c'est leur mélange qui crée le danger. En clair, pour connaître les effets exacts du Roundup sur la santé, il faut tester le cocktail. Voilà pourquoi, selon le professeur Serralini, les conclusions de ces études sont radicalement différentes de celles de Monsanto. C'est un leurre de vouloir tester une seule substance, alors que s'il y en a plusieurs, ça amplifie la toxicité du produit. C'est une sous-estimation systématique de la toxicité, à long terme. Le Roundup est donc mis en cause par plusieurs équipes de chercheurs depuis la fin des années 90. Des critiques qui vont se multiplier et progressivement quitter le terrain scientifique. Le produit star de Monsanto va finir par être attaqué par des mouvements écologistes, et cette fois-ci, à cause d'une publicité. Si à cause des mauvaises herbes... Vous vous souvenez peut-être de ce spot bon enfant diffusé en 2001. Le bon réflexe. Désherber intelligent avec Roundup. Roundup est présenté comme un produit qui disparaît très rapidement, alors qu'on retrouve des traces de glyphosate dans la moitié des rivières du pays. Jusqu'aux racines. Et comme Roundup est biodégradable, il laisse le sol propre. Et vous Pour une association écologiste, c'en est trop. Elle porte plainte. Roundup, le désherbant intelligent. Gilles Huette est le porte-parole de Eau et Rivières de Bretagne. C'est lui qui s'est battu pour faire retirer des bidons la mention biodégradable. Et pour faire plier le géant américain, Gilles Huette s'est procuré un document classé confidentiel. C'est une étude réalisée pour la société Monsanto elle-même. Le fabricant y conclut qu'après un mois passé dans le sol, le Roundup n'a disparu qu'à 2%, c'est-à-dire 35 fois moins qu'un vrai produit biodégradable. Pour Eau et Rivières, cet argument de vente sur le bidon est un mensonge publicitaire. Palais de justice de Lyon, octobre 2008. Pour se défendre, Monsanto va citer comme témoin ce scientifique qui affirme que le Roundup est inoffensif. Un chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique. À la barre, cet expert va affirmer qu'il n'a aucun lien avec la société Monsanto. Il était là pour que la société Monsanto ne soit pas déclarée coupable du mensonge publicitaire. Donc pour nous laisser croire que Monsanto avait raison quand elle prétendait que le Roundup respectait l'environnement. Il avait été cité pour la défense du Roundup, en oubliant de dire qu'il avait été financé par la société Monsanto. Car l'expert avait bien un lien avec la société. Quelques années auparavant, il avait réalisé cette étude à la fin de laquelle il remerciait Monsanto pour avoir financé ses recherches. Ce témoignage ne va pas être suffisant pour la multinationale américaine. Au final, le dirigeant de la société a été condamné pour publicité mensongère. La mention biodégradable a disparu des bidons verts. Une chose est sûre, le Roundup est toujours fabriqué selon la même recette. Et il subsiste des doutes sur les dangers de certains composants. Et pourtant, les pouvoirs publics ont autorisé la mise en vente de ce produit dans nos rayons. Alors, sur quels tests se sont-ils fondés ? Pour le comprendre,
Il faut se rendre en banlieue parisienne au siège de l'AFSA, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. Un organisme officiel chargé entre autres de contrôler les produits chimiques sur le marché français. Pascal Robineau a pouvoir de vie ou de mort sur les pesticides. Pas un seul n'est autorisé en France sans passer d'abord par son service. Voilà des dossiers qui arrivent. Et ce matin, elle reçoit des cartons entiers envoyés par un fabricant pour une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau produit chimique. Et alors tout ça, ce sont des rapports de test? Ce sont des rapports d'études, des rapports de test, exactement. Et donc les experts vont devoir étudier tous ces cartons? Absolument. Avant de rendre un avis? Absolument. Il y a 2 ans, les équipes de Pascal Robineau ont renouvelé leur avis favorable à l'herbicide vedette de Monsanto. Ils se sont appuyés sur toute une série de tests que la firme a elle-même réalisés, comme c'est l'usage pour tous les produits analysés ici. Une partie de ces tests a pour but de savoir si le produit a un impact à long terme sur la santé. Mais là encore, seule la molécule du glyphosate a été testée. L'ensemble de l'herbicide n'a pas été pris en compte. Nous avons montré à Pascal Robineau les 8 études alarmantes qui ont été faites sur l'ensemble du produit. Pourquoi l'AFSA n'en tient-elle pas compte? Sur un risque de cancer. Enfin, on en a relevé 8. Ces études, elles sont publiées et donc connues des experts. Aucune d'elles ne contient de données qui permettent de conclure qu'il y a un lien, une corrélation entre l'exposition au glyphosate et un taux plus élevé de cancer. Pourtant, ces études, elles ont été publiées dans des revues spécialisées avec comité de lecture. Certes, mais bon, chaque revue a ses propres critères pour relire et accepter les résultats scientifiques. L'AFSA n'a donc pas les mêmes critères d'appréciation que les revues internationales qui ont validé les 8 études. Pour rendre ses avis, l'agence, elle aussi, s'appuie sur des experts. 28 personnes composent le comité qui évalue les pesticides. Seulement voilà, certains de ses membres ont des liens avec les industriels dont ils examinent les produits. Et voici comment nous nous en sommes rendus compte. Selon la loi, chaque expert doit déclarer publiquement s'il est lié de près ou de loin aux industriels. Or, en examinant la liste sur le site de l'agence, on s'aperçoit qu'un tiers des évaluateurs de l'AFSA entretient des relations avec les entreprises chimiques. Par exemple, celui-ci a reçu de l'argent du géant allemand Bayer pour ses recherches de thèse. Celui-là a formé des salariés de l'entreprise BASF et a participé à des colloques organisés par Monsanto. Et enfin, il y en a qui siègent dans des associations aux côtés d'éminents membres de l'industrie des pesticides. Mais pour Pascal Robineau, responsable à l'AFSA de l'évaluation des effets du Roundup sur la santé, cela ne constitue en rien un conflit d'intérêts. Chaque expert a tout de même suffisamment de libre arbitre pour, au-delà des rencontres qu'il peut faire à un congrès ou à une réunion quelconque, rester dans la neutralité lorsqu'il aborde un dossier. En tout cas, c'est ce que l'agence, bien évidemment, leur demande. Donc, pour le coup, vous pensez que ça n'altère pas je pense que ça n'altère pas de cet expert? Non. D'accord. Pour l'AFSA, ce désherbant a donc toute sa place dans les rayons. Et aujourd'hui, il n'est plus le seul. Il faut dire que, depuis 2000, le brevet de Monsanto est tombé dans le domaine public. Résultat, de nombreux concurrents ont sorti des herbicides avec une recette analogue à celle du Roundup, c'est-à-dire un cocktail chimique à base de glyphosate. Bayer, Resolva, KB, même les jardineries Delbar ou Truffaut fabriquent leurs propres produits. Mais celui de Monsanto reste le plus prisé en France. Il représente 60% des ventes aux particuliers. Néanmoins, les doutes d'une partie de la communauté scientifique ont fini par avoir un impact sur le public. Pour de nombreux particuliers,
il n'est pas question d'utiliser les herbicides comme le Roundup. Dans son coquet jardin, Denis Pépin n'a pas l'habitude de laisser traîner des mauvaises herbes. Mais quand il veut désherber, pas besoin de produits chimiques. Tout le secret se trouve à l'intérieur de cette marmite. C'est le désherbant le plus écologique et le plus économique qui soit. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien là, je suis en train de vider l'eau bouillante sur les petites herbes qui poussent entre les joints des pavés. Et je suis en train de les tuer comme ça. Donc du coup, j'ai pas besoin d'utiliser de désherbant. C'est l'eau bouillante qui les élimine naturellement. L'eau bouillante comme herbicide naturel, cela paraît incroyable et pourtant cela fait 25 ans que Denis Pépin utilise cette solution. Un procédé tout simple qui permet de se défendre contre les mauvaises herbes tout en préservant l'environnement.